Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode consacré à l'astrophotographie du ciel profond. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment on pourrait améliorer nos photos maintenant que vous savez faire déjà vos premières prises de vue et même vos premiers traitements, et notamment comment éviter justement d'avoir des étoiles un petit peu étirées, ce qui vous empêche de pouvoir afficher l'image au maximum du zoom. Ça, c'est un problème classique quand on débute. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'autoguidage, c'est-à-dire de faire en sorte que notre télescope suive parfaitement les étoiles et du coup d'avoir des belles étoiles bien nettes sur vos photos. Donc c'est un programme très vaste, et pas mal d'astronomes amateurs passent même des heures et des heures justement à paramétrer votre setup, et aujourd'hui je vous propose, je vous demande de m'accorder peut-être une demi-heure pour pouvoir voir ensemble justement toute la théorie, pourquoi est-ce qu'on va autoguider notre télescope, quelles sont les différentes solutions d'autoguidage, déjà au niveau de savoir si on va utiliser un diviseur optique ou une petite lunette guide, choisir notre caméra de guidage, comment connecter notre ordinateur à la monture de votre télescope ou des solutions alternatives, et donc bref, au final, comment arriver à avoir un télescope qui suive parfaitement les étoiles. Dans un deuxième épisode, nous verrons la mise en pratique avec PhD2, ce qui est un logiciel gratuit disponible sous Windows, et donc une première prise en main. C'est un logiciel qui est très riche, mais si je vous donne 2-3 petites billes, eh bien vous arriverez assez facilement à commencer à pouvoir l'utiliser et du coup améliorer la qualité de vos photos. Un troisième épisode viendra beaucoup plus tardivement sur la chaîne. On parlera du dithering, c'est-à-dire le fait de faire bouger très légèrement le télescope entre les photos de façon à améliorer encore l'effet justement d'éviter encore les effets d'avoir des pixels plus ou moins sensibles et un petit peu différents les uns des autres, et éviter quelquefois des phénomènes un petit peu de griffure. Mais déjà, si vous mettez en œuvre l'autoguidage sur votre télescope, vous aurez des photos clairement nettement meilleures, et c'est donc maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons, si vous le voulez bien, par déjà une première définition, et elle est très importante parce que finalement c'est toute une des raisons fondamentales pour laquelle on va devoir faire de l'autoguidage, c'est de parler de ce qu'on appelle l'erreur périodique. Vous le savez, la monture de votre télescope tourne extrêmement lentement puisqu'elle fait un tour en 23h56, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir d'un moteur d'origine, on va utiliser des réducteurs pour diminuer la vitesse, augmenter le couple également, et arriver à avoir cette vitesse très lente. Donc là, vous avez par exemple un enchaînement de petits pignons. Ce sont des réducteurs EQ1, là, sur des trucs à pile 9 volts. C'est des machins qui coûtent 50 €, et c'est ce que j'ai là-dedans, mais je l'ai remotorisé. Ça ici, c'est une vis sans fin que vous avez sur une monture EQ6, et puis là, elle vient justement travailler sur un tambour, finalement, cette fois concave, là, voilà, une vis tangentielle. Et donc c'est comme ça que fonctionne la monture EQ6. Le fait est, c'est que cette vis, elle fait un tour en 8 minutes, je crois. Et donc ça va nous donner ce que vous voyez là sur ce graphe, c'est-à-dire des montées et des descentes. En fait, il va y avoir des périodes où on va être un peu trop en avance et des périodes où on va être un peu trop en retard par rapport au mouvement parfait que doit réaliser le télescope. Et donc on va mettre en œuvre une solution d'autoguidage avec une caméra de guidage qui va suivre une étoile, et donc du coup on va arriver à lisser ce suivi et avoir quelque chose d'absolument nickel. Ça, c'est une capture justement du deuxième épisode que vous voyez en bas à droite. Alors, le truc de base, c'est que vous avez déjà un capteur en train de faire des photos du ciel profond, et vous vous dites pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce capteur? Eh bien, c'est pas trop possible, parce que ce capteur, il a des photosites qui sont en train d'accumuler des électrons, des photons qui vont se transformer en électrons. Je vous renvoie à mon épisode donc sur le fonctionnement des capteurs CMOS et CCD. Et on va les accumuler et ensuite on va les lire. Il ne faut pas faire de lecture en temps réel, c'est pas possible. Sauf à faire du lucky imaging. Et donc, pour ça, on va mettre en place justement une solution d'autoguidage avec un deuxième capteur.
Un deuxième point qu'il est indispensable d'aborder ensemble au début de cet épisode, c'est de faire un petit rappel de définition et quelle est la différence avec le go-to, car souvent on fait la confusion. En fait, le go-to, c'est la capacité d'une monture à aller viser une cible, mais vous n'avez absolument pas la garantie que votre télescope est réellement dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devez faire un étalonnage. Et il y a souvent quand même malheureusement un petit décalage. Et si jamais votre mise en station n'est pas correctement faite, eh ben, je peux vous garantir qu'au bout de une demi-heure, même 45 minutes, eh bien vous allez avoir une petite dérive qui va faire que là où votre nébuleuse, par exemple, que vous étiez en train de photographier, est exactement au centre de votre capteur, eh ben elle se retrouvera un petit peu décalée, en fait, et vous n'allez pas pouvoir exploiter la totalité du champ de votre capteur au final de votre prise de vue. L'autoguidage va justement viser à corriger, en suivant en temps réel une étoile, le pointage de la monture. Et donc, au final, être en train de cibler. Mais par contre, l'autoguidage ne sait pas si on est en train de viser correctement. Donc, le go-to, on va viser une cible et ensuite, on va la cadrer avec votre imageur. On va éventuellement utiliser, et on en a déjà parlé finalement, l'astrométrie. Et puis ensuite, l'autoguidage va nous permettre de garantir le suivi et d'avoir des photos nettes. Et donc, il n'est pas indispensable d'avoir une monture qui soit go-to. Cette monture n'est pas go-to. Je suis en train de travailler sur un développement dessus, mais elle n'est pas go-to, et par contre, on peut faire de l'autoguidage. Deuxième principe, le principe d'asservissement. Vous pouvez faire une commande directe et avoir un résultat, mais vous n'avez pas la garantie que le résultat soit bon. Mais par contre, vous pouvez faire une chaîne de réaction, c'est-à-dire ajouter une relecture de votre commande, et ensuite, avec un système de comparateur, eh bien, ajuster le tir et arriver du coup à avoir plus de précision dans votre travail. Alors on va pouvoir donner un exemple. On peut comparer par exemple à gauche un AUF1, ce sont des obus de 155 mm, c'est juste de la balistique. On tire, ça fait une bonne parabole et ça tombe là où on pensait avoir visé, en tout cas on aura fait des calculs. Ou à droite, la roquette M31, et donc là celle-là, elle a un système d'autoguidage justement avec GPS et navigation inertielle. Et on arrive avec beaucoup plus de précision sur la cible. Ce sont des armes de l'armée française que vous voyez là. J'ai fait mon service militaire, alors j'étais pas sur celui qui avait à droite, mais j'étais dans un régiment qui avait ce type d'engin. Voilà, moi j'étais pas sur les armes. Autre principe, autre exemple de principe d'asservissement, vous connaissez l'ABS des voitures, et vous savez que moi je travaille dans le ferroviaire, donc aujourd'hui on ne va pas mesurer un télescope en longueur de motrice TGV, mais je vous parlais du système de freinage du TGV. Et donc là, c'est le diagramme que vous voyez là. Alors je précise quand même que j'ai été autorisé par mon entreprise à vous présenter ce diagramme. Et donc vous allez avoir une admission d'air, c'est les grands tuyaux verts que vous voyez là, qui va viser à aller sur les cylindres de frein que vous trouvez en bas à gauche et en bas à droite. Et là-dessus, donc vous avez votre commande et vous allez avoir un résultat, c'est-à-dire qu'on va admettre de l'air dans les cylindres de freinage, donc on va commencer à freiner. Et la vitesse des roues va commencer à diminuer. Mais le risque, c'est un risque de bloquer les roues, surtout avec une adhérence métal sur métal. Et donc, bien évidemment, si on bloque les roues, on freine moins bien et en plus de ça, on endommage les roues. Donc pour ça, on va faire une relecture. C'est les 4 voies bleues que vous voyez là. Et ensuite, vous allez avoir une contre-réaction avec une décision, et c'est un tiroir anti-enrayeur qui est responsable de ça. J'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, c'est absolument passionnant au niveau de l'algorithmique logicielle qu'il y a là-dessus. Et donc ça va eh bien, stopper l'admission d'air dans les cylindres de frein et voire soulager justement la pression d'air de façon à relibérer les roues, et puis on va essayer de chercher l'adhérence tout en évitant de bloquer les roues. Et c'est le même principe qu'il y a sur les ABS de voiture. La seule différence, c'est que c'est 4 roues indépendantes sur une voiture, alors que sur un train, ce sont des essieux avec 2 roues de chaque côté. Voilà, la roue droite et la roue gauche d'un train est toujours solidaire. Donc là-dessus, voilà comment fonctionne un système de freinage. C'est un système asservi, et c'est grâce à ça qu'on a pu concevoir justement le TGV dépasser les 160 km/h. Au-delà de 160 km/h, il est obligatoire d'avoir des anti-enrayeurs sur un train. C'est la norme Union internationale du chemin de fer qui le précise. Alors revenons bien évidemment dans le domaine de l'astronomie, le domaine qui nous intéresse, et on va parler de ce que nous permet l'autoguidage et ce qu'il ne nous permet pas. L'autoguidage vise à améliorer la précision de suivi d'une monture. En fait, il vise à corriger les petites imprécisions de sa mécanique. Donc vous pouvez avoir un petit coup, mais vous pouvez avoir également donc l'erreur périodique dont on a parlé tout à l'heure.
Et il corrigera quand même un petit peu les petites erreurs de mise en station. Si vous avez du coup un petit peu d'erreur de mise en station, vous allez avoir typiquement une dérive en déclinaison, vers le nord ou vers le sud. Donc il donnera des petits coups de correction de temps en temps. Et la conséquence de ça aussi, c'est que du coup la vitesse en ascension droite sera plus la même, et donc ça donnera des petits coups aussi de rattrapage comme il faut. Par contre, ça ne permet pas de compenser une absence de mise en station, et ça c'est hyper important de le dire. Une bonne mise en station est indispensable pour pouvoir avoir un autoguidage qui fonctionne bien. Ça c'est super important. Alors il va y avoir deux types de montage que vous allez pouvoir faire concernant l'autoguidage. Le premier, c'est le montage parallèle que vous voyez là avec cette petite lunette, donc c'est le mini guide scope de QHYCCD, où vous avez le montage par diviseur optique, donc ici que vous avez sur mon télescope. Je vais vous montrer des photos assez détaillées. Et donc là on est sur l'instrument principal, là on est bien évidemment en parallèle. Alors sur le télescope spatial Hubble, mais aussi sur James Webb, vous avez un système d'autoguidage, c'est les Fine Guidance Sensors que vous voyez sur les sur les côtés là. Et donc c'est un principe de diviseur optique pour pouvoir faire donc de l'autoguidage. Alors la précision du télescope spatial Hubble et de James Webb, elle est énorme, mais il n'a rien pour s'appuyer. Il ne peut pas s'appuyer sur le sol puisqu'il est dans l'espace. Donc forcément, il a des roues d'inertie, etc. Mais il faut quand même surveiller le pointage et le corriger. Et c'est le rôle donc de ces Fine Guidance Sensors. Alors le montage parallèle, eh bien voilà, vous allez avoir plusieurs solutions. Vous avez même une solution, voilà. La solution vraiment la plus légère, 285 grammes, c'est celle que vous avez là. C'est le mini guide scope de QHYCCD. Ensuite, vous allez avoir des solutions plus importantes, mais notez là ici que vous avez quand même une lunette de 60 mm sur une embase de chercheur. Là, ça commence à devenir violent. Ça, c'est plus petit, je crois que ça fait peut-être 50 mm de diamètre. Ça, c'est ce que vous avez chez Orion, mais vous le retrouvez également chez Omégon. Et puis là, vous avez APM, ça c'est plus gros, ça encore comme diamètre. Ça peut aller typiquement jusqu'à 80-400. Après, des télescopes plus balèzes comme à Saint-Véran, par exemple, le T620, il y a carrément un C8 en parallèle. Et donc assez vite, ça va grimper quand même en poids parce que vous allez avoir forcément des anneaux de fixation, etc. Notez par exemple à droite le setup de Raphaël Mao avec justement une lunette en parallèle. On va parler justement notamment si vous voulez faire de l'astrophotographie au Dobson, on peut faire de l'autoguidage justement. Enfin, il a sacrément bidouillé pour pouvoir le faire, mais clairement, dans le cadre d'une monture Altaz, il faut faire du guidage parallèle et je vous expliquerai pourquoi. La deuxième solution, c'est le guidage par diviseur optique. Donc à droite, vous avez le diviseur optique ZWO avec un petit prisme ici qui viendra prendre une petite portion de l'image aérienne et on veillera justement à pas trop bouffer le capteur principal. Mais ceci dit, avec les flats, on compense le truc. Mais on peut régler la position du capteur voilà, pour essayer de mieux trouver une étoile guide. Mais attention, parce qu'il faut refaire des flats à chaque fois, parce que sinon votre flat il est plus valable, parce que votre masquage de l'imageur principal n'est plus le même. On notera, et c'est très important de le dire, que le diviseur optique devra toujours se placer derrière un correcteur de champ. Si vous avez une lunette comme une 80 ED ou une 61 EDPH ou un télescope Newton avec un correcteur de coma, voilà, on aura toujours un correcteur devant. Parce que sinon vous allez avoir des étoiles qui ne seront pas rondes et là ça va sans doute poser des problèmes justement au niveau de l'autoguidage. Vous allez avoir un risque après ça derrière d'avoir un démarrage en oscillation lors du guidage. Et donc il va falloir, et ça va être le plus complexe avec cette solution, il va falloir bien calculer, bien compter, bien régler le back focus, c'est-à-dire la distance entre le correcteur de coma, ou enfin le correcteur optique et l'imageur principal, et ensuite on viendra faire la mise au point de la caméra de guidage. La solution donc est plus complexe, mais elle a quand même de nombreux avantages. Alors voilà un petit exemple, voilà, vous avez deux exemples finalement de montage, et vous voyez qu'on commence à faire intervenir quand même pas mal de pièces, de bagues en tout genre et tout. Alors vous avez à droite par exemple le montage que j'avais autour du RCC Bader, donc que j'utilisais sur le Photostroke avant d'utiliser le GPU TS Optics. Alors il est très bien, enfin il marche bien, mais il est quand même pas vraiment prévu clairement pour du full frame. Et en fait, je me suis aperçu qu'à 800 de focale, je devais modifier
Voilà, la bague ici, je me suis fait vraiment une bague collée à l'époxy et tout ça, un gros bidouille, pour avoir des étoiles qui soient propres au niveau des bords, contrairement à ce que Bader me disait en disant vous n'arriverez pas à l'utiliser sur un full frame. En fait, on y arrive, mais il va falloir vraiment régler le truc. Sachez qu'en fait, le back focus se règle en fonction de la focale de votre instrument. Et bien évidemment, plus le rapport FD est ouvert, plus c'est difficile d'avoir un truc vraiment propre. Mais le back focus dépend de la focale et vous avez des notes justement qui sont livrées avec le GPU de TS Optics. Et donc voilà le GPU de TS Optics que j'utilise maintenant. Et on notera un truc hyper important, c'est que si vous utilisez un filtre un petit peu étroit, alors un UHCS ça va. Si vous utilisez un L-Enhance d'Optolong ou les filtres dual band, là vous allez tellement bouffer la lumière des étoiles que vous n'aurez plus assez de lumière sur votre caméra de guidage. Donc on ne met plus de filtre en ouverture, vous allez mettre votre filtre finalement après voilà, le prisme du diviseur optique, et donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser un tiroir pour pouvoir mettre justement un filtre. Donc là où j'avais un montage qui faisait 1054 grammes, je suis passé à 1312 grammes quand j'ai besoin d'utiliser un tiroir à filtre ici, et ça peut avoir un impact du coup sur l'équilibrage quand même de votre télescope, et globalement le porte-oculaire risque de prendre un peu plus dans la figure. Et dans tous les cas de figure, bah voilà, là j'ai été dans l'obligation d'utiliser un spacer de 0,8 mm là pour avoir justement le bon back focus pour l'appareil photo numérique. Là vous voyez que j'ai une bague réglable carrément pour pouvoir et j'ai galéré pour pouvoir régler le back focus donc sur le Sony A7S. Donc voilà, c'est un peu plus complexe, clairement, il faut être conscient de cet aspect-là, et un jour je vous ferai un épisode vraiment sur le back focus. D'ici là, vous avez des épisodes sur la chaîne Astronaute qui sont très bien faits. Je pense que vous commencez à y voir un petit peu plus clair, mais je pense qu'il est important de faire un vis-à-vis entre les deux solutions, histoire de voir les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre. Donc on résume, la lunette guide, ça peut être un télescope carrément à miroir, hein. Vous avez une plus grande facilité pour la mise en œuvre, vous avez la possibilité d'un suivi en altitude azimut. En fait, si jamais votre instrument de guidage prend une portion de ciel sur le bord de votre image, eh bien votre rotation de champ va faire un effet un petit peu d'essuie-glace comme ça autour de ce point de visée. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une lunette parallèle plutôt qu'un diviseur optique. Donc si vous avez un instrument Altaz, donc par exemple comme un Dobson Go2. Alors le Dobson Go2, c'est parce qu'il est modifié grâce au Go2, hein. C'est attention à ne pas confondre les rôles de chaque élément. Vous avez quand même une relative garantie de trouver une étoile guide, parce que vous avez un champ plus grand, donc vous avez quand même une chance plus importante d'avoir une étoile assez brillante. Mais quelquefois, je peux vous dire qu'avec celui-là, c'est un petit peu limite, voilà, sur la métropole lilloise, en tout cas, c'est quelquefois un petit peu limite. Mais on verra comment améliorer ça et comment faciliter le boulot. Et c'est quand même assez adapté à toutes les focales d'instruments à guider. Même des instruments de 9 mètres de focale, donc comme le T620 Saint-Véran, on peut le guider, mais avec un C8 qui fait 2 mètres de focale. Les inconvénients par contre, vous allez avoir une sensibilité à la buée forcément, parce que si c'est une lentille par exemple, donc une lunette, vous avez un objectif et lui sera sensible au risque de buée. Vous avez un risque de flexion puisque vous êtes en parallèle, etc. Potentiellement avec les retournements de méridien, etc. ou avec au fur et à mesure du suivi, vous avez un petit risque de flexion. Vous avez un poids supplémentaire qui est quand même pas négligeable. On a vu quand même que pour pouvoir monter en diamètre sur la lunette de guidage, et bien là vous êtes obligé d'avoir quand même un instrument assez conséquent et des gros anneaux. Vous avez un risque de sous-échantillonnage, on va en parler, c'est-à-dire qu'en fait on ne grossit pas assez par rapport à la focale de l'instrument principal. On va en parler, vous inquiétez pas. Et enfin, vous avez un risque d'impact sur l'équilibrage de l'instrument. Alors là, c'est très typique avec celui-là, puisque comme on est désaxé, eh bien, le télescope a tendance à partir par l'arrière. Le photostroke est très sensible à ça. Sur un instrument, après ça dépendra de votre monture, mais c'est à prendre en compte dans votre équilibrage. Quand vous allez faire un retournement de méridien, ça peut avoir un impact. Et maintenant, les solutions avec diviseur optique, voilà, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Alors l'avantage, c'est quand même une relative légèreté et une compacité du montage, bon, sauf si vous avez besoin d'utiliser un tiroir à filtre. Vous êtes très insensible à la buée parce que c'est l'imageur principal, donc en fait, c'est l'instrument principal. Donc si l'instrument principal est dans la buée, de toute façon, votre séance de photo, elle est terminée. Vous n'avez pas de flexion entre le guidage et l'instrument de guidage et l'instrument principal. À moins que vous ayez un petit peu de jeu, ça peut arriver, il faut bien avoir vissé ses vis. Mais vous voyez, il y a un tout petit peu de jeu là chez moi, il faut que je travaille là-dessus.
vous avez une mise au point qui est immédiate, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien travaillé le back focus de votre imageur principal, vous faites la mise au point avec l'imageur principal, la caméra de guidage, si elle est bien à sa position, et c'est pour ça qu'on utilise cette petite bague là ici, eh bien vous aurez forcément la mise au point. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la visualisation en temps réel de la variation de la mise au point de l'imageur principal. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à avoir une variation de la mise au point, eh ben vous allez avoir des étoiles un petit peu oblongues en périphérie de votre image. Et ça, vous allez voir avec votre caméra de guidage. Et la variation de la mise au point, elle dépendra de la température. Je peux vous dire qu'avec ça, ça marche super bien pour le voir. Maintenant, parlons un petit peu quand même des inconvénients de cette solution. La première déjà, c'est la difficulté à trouver une étoile guide. Parce que vous allez avoir un tout petit capteur avec une très longue focale. C'est pas toujours évident d'arriver à trouver une étoile guide. Il y a deux solutions pour pouvoir faciliter ça. Mettre une petite lentille convergente. C'est ce que j'ai fait. Donc l'instrument principal est à 800 de focale, mais moi je guide à 450. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'utiliser une caméra monochrome, on va en parler. Ensuite, vous avez un risque de suréchantillonnage. Typiquement, les caméras de guidage, vous avez, surtout quand vous débutez, les caméras les moins chères, les ASI 120 ou équivalentes, vous avez des pixels de 3,75 micromètres. C'est assez petit par rapport à pas mal d'imageurs. Et notamment par rapport au Sony A7S. Donc si vous êtes à la même focale, forcément vous allez avoir des pixels plus petits. Donc vous allez suréchantillonner par rapport à ce que vous êtes en train de suivre. Vous avez une sensibilité à la turbulence instrumentale. Si l'instrument n'est pas en température, vous avez une colonne d'air chaud, en particulier sur les newtons à l'intérieur de l'instrument, et ça va troubler un petit peu l'image. Et donc potentiellement vous allez en fait être en train de guider sur de la turbulence. Vous avez un risque de reflet en multistar. Ça, on n'en parle pas, mais moi j'ai constaté vraiment le problème avec celui de TS Optics. Alors, comment ça arrive? C'est simplement que vous avez finalement une espèce de section carrée assez longue entre le prisme et l'imageur, la petite caméra de guidage. Et en fait, la lumière, elle est tellement rasante sur les bords que même si c'est peint en noir, eh bien, vous avez des petites étoiles qui se forment quand même. Et donc, quand vous avez les étoiles qui montent vers le haut, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir des petits reflets qui partent vers le bas. Et ça va poser un problème si vous allez vouloir guider sur plusieurs étoiles à la fois. Donc, faites un contrôle avant de décider de faire du multistar. On en parlera de toute façon dans la pratique de ça. Ensuite, le montage est parfois complexe, donc pour les raisons de back focus, ça on en a déjà bien parlé, ça nécessite d'avoir un porte-oculaire qui soit quand même bien robuste, bien balèze pour éviter les problèmes de tilt, parce que comme vous avez quand même un petit peu plus de poids sur le porte-oculaire, c'est pas forcément énorme, vous avez déjà le correcteur de coma et de toute façon, le back focus, la distance entre le correcteur de coma et l'imageur sera toujours la même. Donc forcément déjà vous allez avoir le problème, mais vous rajoutez quand même toujours un petit peu de poids et en plus de ça on déport sur le porte-oculaire, donc ça peut jouer un tout petit peu avec un effet de tilt, donc il faut avoir un bon porte-oculaire. Et enfin, c'est peu adapté clairement aux montures altitude azimut, ça on en a parlé, c'est l'effet l'effet d'essuie-glace qu'il pourrait y avoir avec la rotation de champ. Et enfin, le montage des fils doit se faire après le diviseur optique, et donc ça implique par exemple un tiroir à filtre pour le faire. Voilà, il faut être très très honnête, c'est beaucoup plus complexe finalement et plus fastidieux de mettre en œuvre une solution par diviseur optique, mais c'est quand même assez intéressant à certains égards. Alors maintenant vient la question à laquelle vous attendez tous une réponse claire, à savoir quel montage choisir entre l'un et l'autre. Alors là-dessus, je vais être très clair, il va falloir calculer l'échantillonnage de votre instrument principal et l'échantillonnage de votre imageur de guidage et de faire le rapport entre les deux. Alors, je vous donne quelques exemples et vous allez voir, ça va devenir très clair comme de l'eau de roche. Et alors, vous avez une formule à connaître. L'échantillonnage égale 206 fois la taille des photosites en micromètres divisé par la focale donc, de l'instrument considéré. Ça vous donne la portion de ciel qui correspond à un photosite, donc à un pixel de votre image. Et donc on va faire le calcul. Donc vous avez tout un tableau que je vous ai fait à gauche avec sur mon photostroke l'A7S et le A7R2. Donc les photosites, c'est un rapport quasiment de 1 pour 2. Donc j'ai un échantillonnage de 2,19 arcs secondes donc pour l'A7S et 1,16 pour le A7R2. La lunette guide avec, donc si j'utilise en fait cette petite lunette guide,
eh bien j'ai un échantillonnage de 5,72 donc arc seconde par pixel. Si j'utilisais une lunette par exemple 80 par 400 avec toujours donc une caméra comme la ASI-120, je serais à 1,93. Et ensuite si j'utilise un diviseur optique mais sans petite lentille, je suis à 0,97. Et si je mets une petite lentille convergente devant, je suis à 1,72. Donc les rapports, ça va nous donner quoi? Eh bien la portion de ciel avec la lunette guide et ma petite caméra est de 2,62 fois plus importante que celle qui correspond à un photosite du Sony A7S. Et là, il y a un truc très important à comprendre, c'est que les logiciels de guidage, ils vont calculer par rapport à notre étoile guide une courbe de Gauss qui correspond à la variation de sa luminosité, parce que l'étoile elle est toujours un petit peu enfarinée sur l'extérieur, et voire éventuellement on va faire une mise au point un tout petit peu, voilà, un tout petit peu out focus. Et donc on va calculer vraiment le centre de cette courbe de Gauss. Tout un calcul mathématique. Mais on va calculer ce centre au moins au dixième de pixel, voire même peut-être 20e de pixel. Et donc à partir de là, mais je crois que c'est dixième de pixel. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir une certaine précision. Donc on n'est pas obligé d'avoir un pixel de notre capteur de guidage pour un pixel de l'imageur principal. Donc là j'ai un rapport de 2,62. Si par contre je suis avec le Sony A7R II qui a des pixels plus petits, là je suis à un rapport de 4,94. Donc ça va, vous allez voir, ça va. Si par contre je suis à 800 de focale, eh bien je suis à 0,44 et 0,83, et donc là je suis en suréchantillonnage. C'est-à-dire qu'en fait je guide avec des pixels plus fins que ma photo au final. Donc j'étale trop la lumière de mon étoile guide sur mon capteur de guidage. Et le corollaire aussi, en plus de ça, c'est que je vais avoir une portion de ciel sur mon capteur qui va être absolument hyper petite, donc je vais avoir d'autant plus de difficultés à trouver une étoile guide. Et donc là, il faut comprendre un petit peu finalement ce tableau. Le risque de suréchantillonnage, ce serait d'avoir un rapport inférieur à 1, et voire même un rapport inférieur à 3. Ça ne sert à rien de guider à 1 pour 1. Le risque de sous-échantillonnage, c'est l'inverse. C'est-à-dire que mon photosite de mon instrument de guidage correspond à 10 photosites de mon imageur principal. Et là, ce serait très problématique. Et voire même 5. Donc en fait, j'ai tendance à dire que le rapport il doit être entre 5 et 3. Donc je rappelle, c'est l'échantillonnage de votre instrument de guidage, par exemple 0,97, divisé par l'échantillonnage de l'instrument principal. Donc si j'étais sur un C8 cette fois à 2000 de focale, eh bien vous verrez que là, avec le Sony A7R II, eh bien je serais à 12,35 si j'utilisais cette petite lunette qui est à 135 de focale. Donc là, je sous-échantillonne complètement. Et donc là, à ce moment-là, en fait, je n'ai pas assez de précision dans le guidage. Dans le sens inverse, 0,44, 0,83, c'est ce qu'on avait là. Si maintenant je change de caméra, je prends une caméra qui a des photosites plus gros, par exemple ceux du ASI-174. Les photosites font 5,86 micromètres. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, je vais clairement, avec cette petite lunette de guidage, je vais clairement me retrouver à donc sous-échantillonner un rapport de 10, ça pourrait passer. Et là par contre 19 avec le Sony A7R II, c'est même pas la peine. Ce truc là pour guider un C8, je vous le déconseille. En revanche, avec une lunette 80 par 400, rapport de 3 voire rapport de 6,51, ça va passer. Vous allez pouvoir guider un C8 avec une lunette 80 par 400. Et si vous avez un diviseur optique, vous voyez que 0,69 ça va pas, 1,30. Là par contre, là vous pouvez, là vous n'êtes pas en train de suréchantillonner. 0,69 c'est un peu, voilà, c'est un peu limite. Et là par contre, si vous utilisez une petite lentille pour réduire la focale, et bien là vous êtes à 1,38 et à 2,60. Là c'est possible, ça va pouvoir passer. En fait, même si je le faisais, d'ailleurs sur ce Photostroke, ça passerait également. Donc voilà pour vous donner un petit peu un petit critère de choix déjà de choisir entre l'un et l'autre. Il faut vraiment faire ces calculs là, c'est pas très compliqué, ça fait un tout petit peu mal aux cheveux. J'espère que je l'ai suffisamment bien expliqué, sinon vous repassez un petit peu la vidéo, surtout vous regardez les chiffres. Et là ça voilà, c'est vraiment le critère numéro 1, c'est ici qu'il faut aller le chercher. Ensuite, choisir la bonne caméra et le bon filtre. Alors là, il y a quand même un truc hyper important à dire. J'ai fait un épisode sur
pourquoi acheter une caméra monochrome. Et je vous ai expliqué qu'une caméra monochrome était entre 3 et 4 fois plus sensible qu'une caméra couleur. Clairement, pour l'autoguidage, je vois vraiment une différence. En fait, ça, c'est l'équivalent d'une ASI-120 couleur. Celle-là, l'équivalent d'une ASI-120 monochrome. Et j'ai vraiment vu la différence en passant sur celle-là. Donc, très clairement, caméra monochrome, je recommande. Ensuite, l'autre chose, et puis en plus de ça, cette caméra, vous allez pouvoir l'utiliser sur du lunaire, ce sera très bien. Et je vous conseille aussi très clairement d'utiliser un filtre UV IR Cut. Donc, on va pouvoir, voilà, ensuite, c'est voir selon les montages. Mais un filtre UV IR Cut va permettre d'apaiser en fait la turbulence et d'éviter de guider sur de la turbulence. Et là, il y a un vrai impact et ça améliore clairement la qualité du guidage. Donc ça, vraiment, je vous conseille ça également. Alors continuons maintenant. On a un épisode qui est quand même super dense. Je suis vraiment désolé, mais j'espère que ça va être bien clair pour vous après, que ça va bien vous aider. Comment vous allez connecter finalement votre monture avec votre ordinateur pour pouvoir lui donner les consignes justement de correction. Alors vous avez deux grandes familles, vous avez la connexion par port ST4, c'est ce que j'utilise ici, c'est le petit câble que vous voyez là, et c'est ce que vous voyez en photo ici, donc c'est une petite broche RJ12, un petit cordon RJ12, on va détailler ça. Et à droite par contre vous allez avoir une liaison informatique, où là vous allez avoir un dialogue informatique qui va se passer entre l'ordinateur et la monture. Alors, dans la connexion ST4, c'est ce que vous voyez ici, vous avez en fait une commande en tout ou rien, c'est-à-dire va plus vite, arrête-toi, monte, descends. Et tant que le fil correspondant est commandé, la monture va exécuter l'ordre en question. C'est très simple à opérer. Alors, par contre, il y a un truc hyper important, prenez un câble RJ12, ne prenez pas un câble RJ11, c'est les mêmes broches, mais par contre, il n'y a que 4 fils dans le RJ11, et je peux vous dire, ça ne marchera pas. Et donc voilà, donc je vous ai carrément mis le câblage pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Qu'est-ce qui se passe dans la caméra? La caméra reçoit la consigne par le connecteur USB qui sert à récupérer l'image. Donc potentiellement, vous allez avoir un petit peu de latence dans la décision. Et puis ensuite, via des optocoupleurs, eh bien, ça va commander en fait voilà, les broches du point de vue de la monture. C'est aussi simple que ça. Dans la connexion informatique, vous allez avoir 3 possibilités. Vous avez plusieurs types de connexions. Les vieilles montures EQ6, vous avez un port DB9. Les montures plus récentes, vous avez un port RJ45, mais vous avez également la possibilité d'un port RJ11 à ne pas confondre justement avec le port d'autoguidage. Attention, ne vous faites pas avoir. Donc, suivant le type en fait de voilà, le type de monture, le type de raquette, etc. Ça peut varier. Donc vous avez une petite liste qui est ici. Et vraiment, renseignez-vous auprès du magasin qui vous a vendu votre monture pour être bien certain d'utiliser les bons câbles d'autoguidage. Alors là-dessus, après, derrière, bah, si vous faites une connexion, voilà, quelle que soit la solution, de toute façon, il va y avoir un logiciel à utiliser. Si vous faites une connexion ST4, en fait, tout simplement, bah, vous allez dire au logiciel d'autoguidage, qui lui va être connecté à la caméra par port USB, eh bien le port d'autoguidage, c'est tout simplement un port qui est sur la caméra. Et donc ça va donner les consignes à la caméra, c'est elle qui va gérer. Donc c'est très simple à utiliser sur PHD, c'est ce que je vous montrerai dans l'exercice pratique, donc dans le prochain épisode. Par contre, si vous utilisez une liaison informatique, c'est plus complexe. Vous allez utiliser déjà une couche de driver, alors ça s'appelle EQ Mode. Vous allez utiliser, alors pardonnez-moi, je n'utilise pas ça, donc je ne suis pas un expert, corrigez-moi par message, et puis surtout checker la description, enfin l'espace commentaire pour voir s'il n'y a pas des commentaires intéressants des uns et des autres. Ensuite, vous allez utiliser une couche d'abstraction, alors c'est Ascom sous Windows et Indie Ecos sous Linux. Et enfin, vous allez utiliser un logiciel d'autoguidage. Alors là, je vous les ai mis en vrac par rapport aux différentes plateformes. PHD2, K-Star, APT, Nina, Prism, LinGuider, GuideMaster. Il y a plein de logiciels comme ça. Et vous allez avoir la possibilité, grâce à ça et grâce justement à Ascom et Indie, d'utiliser des logiciels de carte du ciel pour commander le GoTo de votre monture. Donc c'est cool, avec votre ordinateur, vous allez commander et le GoTo et l'autoguidage. Et donc pour ça, bah, vous allez utiliser par exemple Stellarium, carte du ciel, ou Starry Night Pro. Voilà, donc ça c'est quand même assez génial de pouvoir commander comme ça. Vous avez aussi la possibilité aussi de connexion sans fil pour commander le GoTo de votre instrument. Ça c'est possible également. Donc voilà un petit peu pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Alors après vous avez les logiciels propriétaires. À droite je vous ai mis une interface donc, qui est celle de SceneScan sous PC, donc de chez Skywatcher.
Alors, il y a quand même un truc important à dire, c'est que là, vous mettez les mains dans un cambouis informatique qui est quand même quelquefois un peu violent. Hyper important de dire, par exemple, alors est-ce que c'est toujours valable? Dites-le moi dans l'espace commentaire, mais pour désinstaller un scope, il ne faut pas utiliser le ajout-suppression de programme de Windows. Il faut relancer son setup et choisir désinstaller. Sinon, vous êtes bon quasiment pour reformater, réinstaller Windows. Alors, les avantages et les inconvénients des deux solutions. Eh bien, avec une solution par connexion ST4, en fait, c'est hyper simple. Le câblage, c'est un fil entre la caméra et la monture, terminé. Par contre, vous avez un petit risque éventuellement d'enroulement à force de retournement de méridien. Vous avez une simplicité logicielle. On va juste lui dire, ça se passe sur la caméra. Voilà, tout simplement. L'inconvénient, pour le réglage de la vitesse de guidage, par défaut, ce sera donc x2 la vitesse sidérale en ascension droite plus et 0. Donc voilà, va à la vitesse double, va à vitesse 0, monte, descend de façon brute et méchante. Sauf si la raquette propose de pouvoir paramétrer le truc à 0,5 et dans ce cas-là, il va falloir le dire par exemple au logiciel de guidage. Et l'autre chose, c'est que quand vous allez changer de cible, vous aurez besoin de refaire une calibration des vitesses de guidage. J'explique. Quand vous visez à l'équateur, le déplacement de votre cible est de 15 secondes d'arc par seconde. Par contre, quand vous visez à 60 degrés de hauteur, vous faites un cosinus et là, vous allez en fait avoir un déplacement en vitesse apparente de 6,5 secondes d'arc par seconde, même si en vitesse angulaire, eh bien, vous vous déplacez toujours à la même vitesse angulaire sur l'ascension droite. Donc le rapport entre le déplacement de l'étoile sur le capteur et le temps de commande des commandes de correction pour l'autoguidage n'est plus le même. En fait, à chaque fois que vous changez de déclinaison, ça change. Donc c'est pour ça que je vous ai mis voilà, un petit rappel trigonométrique à droite. Et donc ça, c'est très très important de le comprendre. C'est les fameuses homothéties qu'il y a dans les logiciels de guidage. Après, il y a le changement d'axe, c'est un deuxième sujet. Avec une liaison informatique, là cette fois, vous allez pouvoir procéder à une commande du réglage de la vitesse depuis le logiciel, puisque c'est vraiment une commande informatique, si la monture le supporte bien sûr. Vous n'êtes pas... Là, voilà, la calibration quand vous changez de cible n'est pas strictement nécessaire. Bon, moi personnellement, je la refais à chaque fois. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais voilà. Et vous avez sans doute une latence moindre, notamment parce que eh ben, vous avez aussi beaucoup de débit dans le sens inverse pour pouvoir lire l'image. Ça dépend de la fréquence, bien évidemment, voilà, de connexion. Mais vous pouvez avoir un peu de latence quand vous commandez par le port ST4. Les inconvénients, c'est que vous allez potentiellement utiliser 2 ports USB sur l'ordinateur. Sauf si vous êtes en Bluetooth Wi-Fi. Et vous avez des logiciels quand même beaucoup plus complexes à considérer. Ça, voilà, je vous ai donné un tout petit exemple tout à l'heure, mais quand même, voilà. L'autre alternative, ce sont des solutions de guidage autonome. Avec les développements des mini-cartes PC, donc Raspberry Pi 3, vous êtes capable carrément d'embarquer un Linux là-dessus. C'est vraiment des processeurs qui commencent à devenir sacrément balèzes en termes de puissance de calcul. Donc on peut embarquer un OS Linux avec les suites applicatives Linux. On va se connecter en Wi-Fi dessus avec une tablette ou un smartphone. Donc ça va consommer peu de courant parce qu'il n'y aura pas d'écran à gérer et en tout cas pas d'écran allumé. Donc ça peut être très intéressant également. Et globalement, il y en a certains qui mettent carrément le système sur la lunette ou sur l'instrument avec les câbles qui vont directement, mais des câbles assez courts. Et au global, en fait, vous avez très peu de câblage à refaire d'une fois sur l'autre. Parce que tout est embarqué déjà avec l'instrument finalement. Et donc en gros, il peut y avoir ce petit boîtier de commande, un câble qui va sur l'alimentation, un câble qui va sur la monture, et tout le reste, en fait, par rapport à l'autoguidage, l'instrument principal et tout ça peut se faire. Le plus célèbre, bien évidemment, c'est l'ASIR. Mais attention, l'ASIR reste assez propriétaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle caméra de guidage, n'importe quel imageur principal et tout ça sur l'ASIR, c'est très fermé. Quand vous mettez le pied dans l'environnement là de chez ZWO, eh ben, vous êtes un petit peu pieds et poings liés, un petit peu comme chez Apple. Je suis fan d'Apple, il n'y a pas de souci, mais c'est important de le rappeler, si vous utilisez la T7 Astro de Dataizen, elle n'est pas reconnue par l'ASIR par exemple.
L'autre solution, là complètement autonome, c'est le Lacerta M-Gen. Ça coûte assez cher, ça coûte 500 à 600 euros je crois. Et là vous avez une petite interface et en fait c'est lui qui va tout gérer. Il a sa petite caméra et il gère lui-même, il a des petites interfaces et tout ça. Et il gère lui-même de trouver l'étoile de guidage, de faire la calibration et tout ça et d'envoyer ses commandes. Donc là c'est un truc qui est vraiment très autonome, sans doute sur pile ou sur alimentation 12 volts, mais c'est une autre solution. Dernier point que je voulais voir avec vous, le PEC, la périodique erreur correction. On a parlé d'une monture qui est en erreur périodique. On a dit au final que l'autoguidage allait faire des corrections justement de rattrapage. On constate que l'étoile s'est déplacée, donc on va faire une commande pour compenser ce déplacement parasite. Mais l'idéal, ce serait quand même, parce qu'on a quand même quelque chose de périodique au niveau mécanique, donc l'idéal, ce serait de ne pas subir et de prévenir. Voilà, prévenir plutôt que subir. Et donc pour ça, on va mesurer en fait cette erreur périodique, on va calculer cette période, on va calculer aussi son amplitude, et donc globalement, on aura enregistré les consignes qu'on aura données pendant un certain temps. Avec un certain nombre d'analyses, c'est ce que vous voyez en bas à droite, on va faire la transformée de Fourier et donc trouver les fréquences justement par lesquelles on a cette période d'erreur de guidage. Et enfin, cette correction d'erreur de guidage, eh bien, on va donner les consignes par anticipation finalement à la monture. Et donc là, vous avez la différence entre une monture, donc c'est une HEQ5 a priori, avec son erreur périodique au départ et la mise en œuvre du PEC. Alors, il y a deux possibilités. Soit on le met en œuvre avec le logiciel d'autoguidage comme PHD. Alors personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est un truc hyper intéressant. Je pense qu'on fera un épisode dédié à ça. Soit en fait la monture le permet elle-même. Alors comment ça va se passer via la raquette? Eh bien on va lui dire commence l'enregistrement d'observation finalement des consignes de correction. On va faire de l'autoguidage de façon standard. Et au bout de quelques minutes, alors au moins 8 minutes si c'est une période de 8 minutes, on va lui dire voilà, paf, tu as terminé ton enregistrement, maintenant fais ton travail de PEC. Et là à ce moment-là, la monture elle-même, comme elle saura où elle se situe sur son erreur périodique, etc., elle essayera de compenser par elle-même déjà pour améliorer la qualité du guidage. Et c'est quand même très efficace. Solution ultime, ce serait génial, ce sont les encodeurs absolus, où là, la monture relie sa position. Par contre, ces encodeurs coûtent extrêmement cher, parce qu'ils doivent être extrêmement précis. Mais je peux vous dire que sur le RC500 par exemple à Saint-Véran, donc là où on est à 4 mètres de focale, eh bien celui qui a les encodeurs absolus, je peux vous dire il n'y a pas besoin d'autoguidage avec le Sony A7S, c'est vraiment impeccable en termes de qualité de piqué d'image. Voilà, et puis après ça il y aura le dithering qui consiste, une fois qu'on a fait une photo en étant parfaitement sur l'étoile pendant la photo, à se déplacer un tout petit peu pour justement moyenner finalement les erreurs quand même résiduelles du capteur. Donc voilà, c'est très riche la question de l'autoguidage. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut viser au final, c'est que si vous avez un échantillonnage, admettons, de 2 secondes d'arc, il faut qu'après l'utilisation de l'autoguidage, on soit à 1 seconde d'arc de précision dans la qualité du suivi, et c'est ce que nous verrons ensemble donc dans le deuxième épisode, comment mettre en œuvre l'autoguidage de façon à avoir des belles photos nettes voilà, grâce à votre télescope et votre appareil photo numérique. J'espère que cet épisode aura répondu à vos différentes questions. N'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me corriger ou à me donner des petits bouts de témoignages également, et à aller lire bien évidemment les commentaires des autres. Comme je prévois de refaire encore d'autres épisodes sur le sujet, je pourrais tout à fait publier un petit erratum si jamais j'ai fait telle ou telle erreur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça m'a changé la vie, et d'une monture qui est loin d'être parfaite, loin d'être aussi bonne qu'une EQ6, voire même qu'une EQ5, et pourtant je mets un télescope de 200 mm dessus, bah, j'arrive quand même à faire des photos qui sont plutôt pas trop mal. Voilà, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.